Baxit, bonsoir. Bonsoir le public. Bonsoir. Bonsoir le public, c'est bon, la compétition est remportée, vous avez fait plus de bruit que ceux de la semaine dernière, bravo, en même temps ils étaient deux. Merci à tous, bienvenue le public, bonsoir à toi le chat, bonjour tout le monde, bienvenue sur Baxit, très content de vous retrouver pour cette émission chers amis. On va parler de politique pendant 2h30, ça va être trop de la balle, et on va en parler avec mes chroniqueuses et chroniqueurs. Bonsoir Sacha, comment ça va ? Salut Jean, ça va et toi ? Eh ben ça va très bien, est-ce que tout roule pour toi ? Il fait chaud, mais ça va. Il fait chaud, hein. Il Ah fait ouais, chaud, ah, venez on parle de météo, c'est bien ça. Ah il fait chaud, hein. C'est inquiétant. Ah il n'y a plus de saison, hein. Ouais, il n'y a plus de saison. Ouais. Non, bah, voilà. En plus, j'avais proposé ça comme sujet de la semaine. C'est vrai que tu as proposé ça en réunion. On ne pouvait pas parler météo et tout. Ouais. Non, j'avais dit climat. Climat, bon. C'est pareil. Non, oui, ça va c'est pas commencer. C'est lié. Bonsoir Usul, ça va ? Ouais, bah, il fait bien chaud. Moi, j'ai bien chaud. Ouais. Très content de te retrouver. Tout roule. Oui, tout va bien. T'as sorti une nouvelle vidéo depuis la dernière fois ou pas ? Je me souviens plus. Oui, lundi sur Mélenchon, la gauche, le PS. Ah, mais non, un socialiste comme les autres finalement. Voilà, c'est ça. Donc, tu nous l'avais teasé sur le plateau, c'est vrai. Je peux annoncer que. Ou alors tu le fais à la fin de l'émission. Bon, si tu veux. Comme ça, c'est pour le référencement, le time watch et tout. Abonnez-vous, mettez un pouce bleu. Bonsoir Léa, comment ça va ? Bonsoir. Tout roule ? Oui, j'ai chaud, mais je suis contente. T'as oublié une partie de la question, je crois, qui était comment ça va ? Oui, j'ai dit j'ai chaud. Mais j'aime bien ça. Bah écoute, c'est cool, voilà. Très content de te retrouver. Bon, ça va tous les trois, tout roule, content d'être là, tout ça ? Bah il fait chaud, mais ça va. Non, là on est bien. Ouais. Non, c'est vrai qu'il y fait bon. Ouais, c'est climatisé, ouais. Merci la clim évidemment, merci la centrale nucléaire. Avec la colorimétrie, on a bonne mine, je trouve, sur le truc. C'est vrai que c'est un tout petit peu saturé, c'est parfait. Ouais, mais c'est vrai. Bien, ouais. C'est un peu trop saturé. Sur le plan large, on est blafard, mais là. Toi, t'es quand même blafard. J'ai une tête de cul, ouais. Mais Léa et moi, on est étincelants. Mais parce qu'on n'a pas les mêmes. C'est pas le même réglage de cam, je crois. Je suis un peu jaloux. Non, c'était un très très gros spot sur toi. Nous, on est les plus petits. Ouais, mais en même temps, c'est mon émission. C'est pour ça que t'es aussi brillant. Absolument. Ouais. Elle est facile, celle-là. Ouais. Au programme cette semaine, les amis, on va parler des sujets de la semaine. On va discuter du gouvernement, de Elisabeth Borne déjà pour commencer, et des législatives. Ensuite, on recevra notre invité de la semaine, le streamer Humility, streamer YouTuber qui joue à Dofus ou à Dofus, je sais toujours pas comment vous prononcez, et je m'en fous. Et c'est lui qui nous dira. Et en deuxième partie d'émission, on recevra notre invité politique, Aurélien Taché, un député candidat à sa réélection, mais qui a changé d'étiquette entre-temps. Il est passé de la Macronie à la NUPES. Il nous expliquera comment et pourquoi. Voilà pour le programme ce soir. Merci d'être là. Et sans plus tarder, on va commencer avec les sujets de la semaine. C'est parti! Du coup, les sujets de la semaine. Le premier sujet de la semaine, ça y est, on a une première ministre. C'est officiel, c'est Elisabeth Borne. Elle a été nommée par l'Élysée. Elle a pris ses fonctions lors d'une passation de pouvoir avec Jean Castex, qui donc s'est barré, prendre des vacances bien méritées. C'est donc bel et bien une femme qui est nommée première ministre. Elisabeth Borne, on va en parler, mais d'abord, pourquoi nommer une première ministre avant les élections législatives ? Alors qu'on a bien fait comprendre à tout le monde que... Enfin, moi, je me tue à expliquer à tout le monde que c'est la majorité à l'Assemblée nationale qui détermine qui c'est le Premier ministre. Sacha, pourquoi ? Deux choses, je pense. Déjà, c'est l'info la plus importante après l'élection du président de la République. C'est le chef de gouvernement, c'est la personne qui va mener la politique, a priori, qui va être décidée. Et ensuite, je pense que c'est une histoire de donner un avant-goût aux gens de ce qui les attend si jamais le groupe Ensemble passe à l'Assemblée, en fait. Majoritaire, ouais. Voilà, et majoritaire à l'Assemblée. Voici ce qu'on vous propose, voici le gouvernement qu'on vous propose. Si vous votez pour aux législatives, voilà, vous avez une idée de ce qui va se passer. Est-ce qu'il aurait pu attendre les élections législatives pour nommer un Premier ministre, ou est-ce que ça aurait été une erreur stratégique et tactique ? Léa ? Ça aurait été une erreur, parce que là, ça lui permet vraiment d'occuper le terrain. Déjà, il a mis 10 jours avant de la sortir. Là, il va mettre 15 jours avant de sortir le gouvernement. Du coup, tout le monde va être là. Alors, c'est qui ? Ce qui fait que ça fait de l'ombre aussi à la gauche, parce qu'en réalité, c'est ça qui le fait flipper Macron, c'est la gauche. Et je pense que la deuxième raison, c'est aussi qu'il a enfin compris que le nini, je vais gratter un peu à droite, je vais gratter un peu à gauche. En fait, c'est une stratégie qui n'a pas totalement fonctionné, que les gens ont effectivement plutôt voté contre Marine Le Pen que pour lui, qu'il n'a plus d'électorat à aller gratter à gauche ou à droite, qu'il faut qu'il renforce sa base nécessairement de sorte à pouvoir remporter cette élection pour l'Assemblée nationale et avoir une majorité qui est quand même assez solide. Après, il y a aussi, parce que moi j'ai quand même beaucoup travaillé sur cette question de la place des femmes en politique, comme vous le savez. Voilà. Et j'ai beaucoup interviewé entre l'été dernier et l'hiver des femmes de La République En Marche, des députés de La République En Marche à des postes à responsabilité qui se sentaient vraiment
bloqué à un moment donné, qui disait le plafond de verre, on n'arrive pas à le dépasser. Et il y a eu du ras-le-bol au sein de la République En Marche. Il y a eu énormément de ras-le-bol. Il y a eu du ras-le-bol aussi quand la maison commune a été créée, où c'était que des mecs qui étaient à la manœuvre. On se souvient de la photo qui a beaucoup fait réagir. On se souvient de la photo qui a fait énormément réagir. Je pense que là, en fait, Macron n'avait plus trop le choix pour éviter que certaines de ses députés, notamment, se cassent et soient tentés tu penses une fronde de meufs au sein de sa majo? Non, mais c'est une réalité. Commencé, hein. Non, c'est une réalité. Que ce soit auprès des ok. députés et auprès aussi des assistantes parlementaires qui étaient en train d'essayer de monter un groupe pour qu'il y ait une femme qui monte et qui soit première ministre. En fait, là, je crois qu'il est en train de satisfaire son électorat de base. Donc, il y a un petit peu de progressisme parce que c'est une femme. Et il y a ultra-libéralisme parce qu'elle est ultra-libérale. Il fait plaisir un peu à son socle électoral basique. Et en plus, il fait plaisir aussi à ses rangs qui doivent être soudés. Parce que là, il y a un peu du bordel aussi. Alors on va en parler, justement. Il y a des députés qui veulent pas mettre sa photo et disent qu'il faut quand même mettre la photo. Enfin, il y a un peu de... Je veux dire, les députés Godillot de 2017, c'est plus les mêmes aujourd'hui. Il y en a un certain nombre qui ont pris... goût à leur métier, à leur mandat, qui ont pris goût à leur mandat, faut pas que ça en devienne un métier évidemment, et qui ont envie qui ont une certaine autonomie, qui ont développé une certaine autonomie et qui peuvent avoir un certain pouvoir de nuisance. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il a fallu calmer un peu. Mais c'est intéressant parce que c'est une des premières fois où on a senti un Emmanuel Macron qui se fait un peu tordre le bras. Il ne nous a pas habitués à ça, Emmanuel Macron. Là, il s'est un peu fait, je suis d'accord avec toi, un peu, pas imposer Elisabeth Borne, mais imposer de faire gaffe à son choix. Là, mon gars, cette fois-ci, les premières fois, on te faisait confiance aveuglément, c'est toi qui décides. Et il avait décidé Édouard Philippe, puis Jean Castex, mais c'était comme ça, c'était la volonté du président et tout. Là, effectivement, je suis d'accord avec toi, il y a un moment où Emmanuel Macron, il se sent pieds et poings, alors qu'il vient de gagner une élection présidentielle, le bonhomme, quand même. Hein, tu vois, et pourtant, il se fait quand même un peu tordre le bras. Il se trouve qu'on a appris dans la presse qu'il y avait une vraie hésitation avec une autre femme qui est Catherine Vautrin, une femme qui vient de la droite, puisqu'Elisabeth Borne, on va en parler, mais vient identifiée plutôt comme venant de la gauche, puisqu'elle a travaillé avec Lionel Jospin et qu'elle a été directrice de cabinet de Ségolène Royal. Il a hésité avec une Catherine Vautrin, très connue pour ses positions très droitières, notamment à l'époque du mariage pour tous. Et il semblerait qu'une fronde en interne, effectivement, ait réussi à l'empêcher de nommer Vautrin. Ça veut dire que la jambe gauche de la majorité a quand même du poids vis-à-vis du président de la République. Du fait de l'avoir poussé un peu à voter, à nommer une femme. Est-ce que c'est pas une petite victoire aussi indirectement de la NUPES? Ça, justement, ce marqueur à gauche, je mets des guillemets parce que c'est comme ça que voit le président de la République les choses. Elisabeth Borne, c'est censé faire un clin d'œil à la jambe gauche de sa majorité. Est-ce que c'est pas une victoire de la NUPES dans le fait que la gauche unie aux législatives a commencé à bien marcher dans les sondages et que du coup le poids, alors qu'il n'est pas encore à l'Assemblée, il est déjà dans l'opinion publique et que donc le président de la République est aussi le bras un peu tordu en se disant là vraiment Vautrin, ça aurait été une provoque énorme et ça aurait fait... Non, t'en penses quoi, Usul? Non, je pense pas. Tu penses pas? Non, parce que alors certes, il y a dans la volonté de nommer une première ministre de gauche identifiée comme venant de la gauche, comme tu l'as dit, j'aime bien ton identifié comme venant de la gauche. Parce que est-ce que vraiment ça va rappeler des électeurs, tu vois? En fait, la droite dit que c'est une compliqué gauchiste et la gauche dit que c'est une nana de droite. Donc à un moment... on va y revenir, voilà. mais le fait de nommer une femme, on a vu, il y a eu une fronde interne. Je crois que vous parliez pas de la même chose. Toi, tu as parlé de la photo commune où on voyait les 4 chefs de parti avec mais ça date d'encore avant. Ça date du grand meeting de la convention de lancement de Ensemble qui s'appelait à l'époque encore Ensemble Citoyens. Avec des mecs. Finalement, c'était la même chose. Avec Barbara Pompili qui avait été applaudie à tout le monde. Exactement. Je l'ai vu sur l'émission Backseat sur la chaîne Twitch de Jean Massier. Il y avait une meuf qui en parlait là. Il y avait normalement 9 orateurs qui étaient prévus ou je sais pas quoi. Ils ont été obligés de trouver des seconds rôles meufs à faire parler, dont Barbara Pompili, etc. pour que ce soit au moins un petit peu parce que ça gueulait en interne. Donc c'est déjà une victoire des femmes à l'intérieur de l'REM déjà avant de la NUPES. Puis ensuite la NUPES nommer une femme comme venant de la gauche. C'est en effet une volonté tactique, stratégique de dire on va voir si on peut pas court-circuiter quand même un petit peu trianguler. Trianguler. Quoi. Entretenir un flou, en tout cas. Entretenir un flou sur une équipe qui, à nouveau, serait... Pourquoi Emmanuel Macron ne serait pas à nouveau et de droite et de gauche? Ou même, disons-le autrement, est-ce que c'est pas chez Emmanuel Macron que va être le... Est-ce que c'est pas chez lui que... Oh, je sais plus parler. Est-ce que c'est pas chez lui le dernier refuge des sociodémocrates? Et donc, si, c'est un appel du pied, oui, je vois ce que tu veux dire. Donc il ne fait pas un appel vraiment à la gauche, ce serait à la limite un signal envoyé aux orphelins d'une Hollandie raisonnable et libérale, bien davantage qu'à la gauche et au peuple de gauche qui, pour le coup, là maintenant, a plutôt tranché son orientation politique. Même le PS s'est rangé à cette évidence. On ne fait plus de la social-démocratie à la Hollande, du social-libéralisme, moi je préfère dire. Donc voilà, c'est à une frange très particulière de la gauche que s'adresse ce truc-là.
Alors, intéressant, elle est présentée, Elisabeth Borne, comme une techno, comme une technocrate, par opposition à des gens qu'on appellerait des profils plus politiques. Est-ce que l'un d'entre vous trois pourrait essayer de nous expliquer, ça veut dire, c'est quoi cette opposition? On désigne quoi quand on dit une technocrate par opposition à... parce que ça peut vite paraître tous des technos, en fait. En fait, il y a plusieurs manières de rentrer en politique et ça date de je sais pas, des années 80 surtout, le moment où l'ENA a pris beaucoup d'importance aussi. On peut rentrer en politique en étant un petit élu local de Sachant qu'elle n'est pas énarque, elle est polytechnicienne. Oui, elle est polytechnicienne, mais ça ne change rien. Non, ça ne change rien, c'est une grande école. C'est une grande école parisienne, etc., prestigieuse. On peut rentrer en politique en étant un militant de base, commencer à coller des affiches, etc., en étant un militant politique et on rentre pour défendre des idées. Il se trouve que le temps peut faire qu'on va devenir peut-être un petit peu plus plan-plan et peut-être un peu plus techno en découvrant les arcanes de l'administration, comment on gouverne. C'est ça les technos, c'est ceux qui savent piloter un ministère avec son personnel, avec machin. C'est une somme de savoir-faire, une somme de compétences. Ces compétences, on peut les acquérir dans des collectivités territoriales, en étant d'abord un militant de base et en progressant. C'est ça qu'on va appeler aussi peut-être un politique, quelqu'un aussi qui est... les politiques aussi, c'est ceux qui sont très impliqués dans les jeux politiques, de leur grande famille politique, idéologique. Et puis, il y a les technos. Et les technos, il y a un extrait de Pierre Carl qui filme Pierre Bourdieu, qui lui raconte, Pierre Bourdieu lui parle à cette époque-là de Hollande et Royal, qui eux ont une formation de techno. Là, on est sur de l'énarque. Et il dit, Hollande et Royal, est-ce que c'est vraiment des gens de gauche? Est-ce que c'est pas des gens qui ont fait leur formation, donc l'ENA, l'École nationale d'administration, c'est précisément l'endroit où on va t'apprendre ces capacités, ces compétences là de piloter un ministère, mettre en œuvre des politiques publiques, demander un audit sur truc, machin. Et lui, il dit, pour moi, ça, ces gens-là, c'est des technos dans le sens où ils vont d'abord avoir les compétences et ensuite ils vont chercher, et ben maintenant je les mets au service de qui? Et ils ont le choix à la sortie de l'école. Est-ce que je vais à gauche? Est-ce que je vais à droite? Ils n'ont pas nécessairement milité entre-temps. D'ailleurs, ces parcours élitistes ne laissent pas énormément de temps pour militer de toute façon. C'est plutôt des gens à la fac qui vont militer. Il y a un autre parcours, typiquement, pour arriver au PS, ça aurait pu être de faire la fac, l'UNEF, machin. Là, c'est un profil beaucoup plus militant. Oui, je suis d'accord avec toi. Alors que grandes écoles, et pile derrière, après tu regardes, quand tu as fait Sciences Po, tu es formé aussi à travailler avec les collectivités territoriales. Et tout le problème, c'est que les emplois sont détenus par des politiques qui les distribuent. Donc tu te mets au service des politiques et tu choisis ta famille politique. Et une personne techno peut quand même avoir des convictions sincères, les construire au cours du chemin, etc. Il y a aussi des profils, des carrières qui se font plutôt à droite, plutôt à gauche, etc. Est-ce qu'Elisabeth Borne va réussir? Et en même temps, est-ce qu'Emmanuel Macron n'a pas besoin justement d'un techno? C'était déjà la nomination de Castex, c'était ça. Oui, une personne peu connue pour sa politique. C'est pas un directeur de tendance dans un grand parti. C'était pas Jean Castex, c'était un excellent techno, un mec reconnu pour ses compétences, ses qualités, son écoute, tout ce que tu veux. Et en fait, ça marche bien avec Emmanuel Macron d'avoir un ou une techno, quelqu'un qui va appliquer un programme. Édouard Philippe était peut-être un peu trop politique pour un Emmanuel Macron. Ça commence à faire de l'ombre un politique, quelqu'un qui construit. La preuve. Voilà, la preuve. Il a négocié 58 places pour son parti. Dans la déception, mais quand même 58 places pour un parti naissant, il faut quand même le dire, dans la majorité, c'est quand même pas dégueulasse. Et oui, effectivement, il faisait beaucoup trop d'ombre à Macron, et Macron avait... Alors, j'aime pas trop l'expression parce que je trouve ça un peu dévalorisant. Il avait besoin d'un super directeur de cabinet. C'est comme ça qu'on a parlé de Jean Castex, et c'est souvent comme ça qu'on parle aussi d'Elisabeth Borne. C'est vrai que je pense qu'Elisabeth Borne, elle n'a pas d'ambition politique particulière. Elle a envie de faire une belle carrière, elle grimpe. Elle a déjà une très très belle carrière, mais elle n'a pas de poids politique, effectivement. Elle ne va pas monter un parti, je pense pas. Ce qu'on appelle poids politique, c'est ça, c'est le fait de représenter une force politique. Elle n'a jamais été élue. Avoir des députés derrière soi, un petit club, des trucs comme ça. Elle n'a jamais été élue. Le premier parti qu'elle a rejoint officiellement, c'était La République En Marche en 2017. Elle n'a jamais été encartée auparavant. Alors, certes, elle était dans les ministères socialistes, mais c'était peut-être une opportunité de parcours, que sais-je. Peut-être aussi un engagement aussi personnel et sincère, ça je ne peux pas le savoir. Après, moi je trouve que finalement, elle a un profil qui est relativement similaire à celui de Jean Castex sur ce point-là.
T'as parlé de... Est-ce que vous avez entendu Ségolène Royal parler d'Elisabeth Borne? Non, alors Elisabeth Borne a été la directrice de cabinet de Ségolène Royal. Et ensuite, on nous parlera de ce que c'est qu'un DIRCAB. Mais vas-y, tu voulais dire quoi? Parce que Ségolène Royal a rapporté une anecdote assez intéressante. D'abord, comment elle s'est retrouvée à travailler avec Elisabeth Borne, qu'évidemment, elle n'a pas rencontré parmi les réseaux du PS, parce que Elisabeth Borne, c'est plutôt dans un carnet d'adresses dans lequel tu as des gros technos, justement, et tu vas piocher, et tu vas faire, tiens, je vais mettre Elisabeth Borne là. Et donc, Elisabeth Borne avait postulé pour être donc sa DIRCAB, je crois, à l'époque où elle était au ministère de je sais plus quoi, l'environnement, ou je sais pas quoi. Et donc elle l'a gardé 1 an. Et puis au bout d'un moment, Elisabeth Borne lui a dit tu sais Ségolène, c'est elle qui rapporte ça, c'est Ségolène Royal qui rapporte ça. Elle dit tu sais Ségolène, j'ai un rêve. Je voudrais piloter l'administration d'une grande entreprise de transport. Et Ségolène Royal fait écoute, il y a la RATP qui va se libérer dans pas longtemps, je vais en parler à François Hollande. Et puis François Hollande, derrière, dit très bien, pas de problème, Elisabeth Borne à la RATP. Voilà, c'est ça Elisabeth Borne aussi. C'est quelqu'un qui a une carrière, des ambitions, et qui, mine de rien, pour ses ambitions, a besoin du monde politique, donc s'en rapproche, et pilote sa petite carrière de techno. Et c'est pas une militante. Non, c'est certain. Mais c'est intéressant de voir que c'est une femme qui a de l'ambition, par contre. On a prononcé à 3 reprises la notion de directeur ou direction de cabinet. Est-ce que Léa, tu pourrais nous faire une petite explication sur c'est quoi on a parlé notamment du DIRCAB, comme on dit dans le jargon, de Elisabeth Borne, un certain Aurélien Rousseau, qui lui aussi a une carrière justement dans les cabinets. Il avait commencé avec Bertrand Delanoë notamment. C'est quoi un DIRCAB? Pourquoi c'est important ça? C'est important parce que c'est là où la stratégie finalement se joue. C'est là où tout est... Et d'ailleurs, c'est très stratégique comme poste. C'est ce qu'on avait vu avec le premier gouvernement Macron. Alors, c'est quoi comme poste? Comment tu veux que je l'explique? Pour ceux qui regardent cette émission, que ça fasse ce que c'est qu'un cabinet, un directeur de cabinet. Tu choisis, tu définis les choix stratégiques du ministère. Concrètement. Voilà. Puis en opposition au chef CAB qui remplit l'agenda, en quelque sorte. Et qui ça, gère, le secrétaire, lui, un peu. Secrétaire, un peu. Mais le DIRCAB, c'est vraiment celui qui va décider des enjeux stratégiques, même plus qu'un ministre. Ouais, alors oui, le directeur de cabinet, c'est le chef de l'équipe des collaborateurs du ou de la ministre, qui va aussi avoir le rôle de faire le lien avec Matignon, avec l'Élysée, avec Bercy, etc. Alors là, pour le coup, c'est du techno pur, mais aussi très politique, très stratégique, plus stratégique d'ailleurs que politique. Et c'est littéralement l'alter ego du ministre. Le DIRCAB, quand tu t'adresses à lui, c'est comme si tu t'adressais au ministre. Et moi, j'ai le sentiment parfois qu'il y a des DIRCAB qui sont même plus puissants que leur ministre. Alexis Kohler, par exemple, lui, il est secrétaire général de l'Élysée, ce qui n'est pas la même chose que le directeur de cabinet du président de la République, encore autre chose, mais secrétaire général de l'Élysée, lui aussi, c'est un des postes les plus, littéralement, parfois on dit le vice-président de la République. Et lui, il a été reconduit aussi. Indéboulonnable, Alexis Kohler. Il est comme ça avec Macron. Mais c'est un des mecs les plus puissants. Ils se sont adorés, ils se sont rencontrés au ministère du Budget, ils continuent. Alexis Kohler, Macron a trouvé en Alexis Kohler son Robin de Batman et Robin. Ouais, tout à fait. Ouais. Son double, pardon. Son double. D'ailleurs, c'est Alexis Kohler qui avait poussé pour Borne. Depuis le début, il pousse pour que ce soit Elisabeth Borne. Et en fait, il paraîtrait que ce serait Sarkozy qui avait dit à Macron non, moi j'en ai une autre, Vautrin, elle est bien, ça ferait plaisir. L'imitation, là. On y est. Et donc là, il y a eu en effet Fronde de Richard Ferrand, François Bayrou et quelques autres. Et l'aile gauche, Castaner aussi, voulait pas de Vautrin. Mais après quand tu te veux être un mouvement qui est un peu progressiste, nommer Vautrin qui était contre le mariage pour tous, ça la fout un peu mal quand même. Je pense que a raison, il y a plein de voix qui se sont élevées au sein des proches d'Emmanuel Macron. C'est ce que rapporte notamment le Figaro aujourd'hui, je crois. Et en disant cet aspect-là, mais comment on peut se revendiquer être progressiste si on choisit une première ministre qui a lutté contre le mariage pour tous et qui l'a exprimé plusieurs fois. Je pense que Emmanuel Macron aurait eu un problème là. Je suis d'accord avec toi. Je pense que, en même temps, il y a eu un problème. Au sein de sa propre majorité, bien sûr. C'est ça. C'est peut-être que le deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron va être celui où sa majorité va se rebeller. J'en sais rien. On verra bien, mais effectivement, peut-être qu'il a voulu déminer ça. Imagine les frondeurs et les REM. Ce serait dingue. On les a traités de Playmobil pendant 5 ans. Enfin, pas moi, mais on les a traités de Playmobil. Nous décevez pas, s'il vous plaît. Ils vont tous avec la NUPES. Ils nous font une majorité alternative avec la NUPES. Ça serait zinzin. L'autre particularité de ce gouvernement, c'est la priorité donnée à l'environnement. Emmanuel Macron l'avait dit entre les 2 tours de l'élection présidentielle. Son ou sa première ministre, donc c'est une première ministre, aura la responsabilité de la planification écologique. C'est une architecture quand même un peu particulière, le fait de donner une priorité écologique. Est-ce qu'elle a d'ores et déjà donné des signes? Moi, je ne l'ai entendu qu'à l'occasion de sa passation de pouvoir avec Jean Castex, où elle a réaffirmé la nécessité de ce truc-là, mais je comprends toujours pas ce que ça veut dire, moi, clairement. Le Premier ministre chargé de la planification écologique,
Je comprends pas. Est-ce que ça lui donne un poids particulier? On sait que ça a toujours été la difficulté pour un ministre de l'Environnement qui était en prise dans les arbitrages, parce que le Premier ministre, ça sert à rendre des arbitrages quand deux ministres sont pas d'accord. Typiquement, le ministère de l'Agriculture avec le ministre de la Transition écologique sont pas d'accord sur des pesticides, on rend des arbitrages. Est-ce que le fait de foutre ça dans l'intitulé du Premier ministre, ça le force à être plus écolo? Je sais pas. Alors, Borne a déjà été ministre de l'écologie, si je dis pas de bêtises. Oui. Elle a été ministre de la transition écologique, pardon, pendant un an, en après de Rugy. 2019, voilà, c'est ça. Et si j'ai bien tout compris, elle sera épaulée de 2 autres ministères pour mener cette transition écologique. Un ministère sur la planification énergétique et un ministère sur la planification territoriale. Exactement. C'était quoi ta question déjà? C'était est-ce que vraiment donner cette espèce d'épithète ou d'acronyme au Premier ministre, ça donne un poids particulier à l'écologie? Peut-être, hein, je veux pas médire par avance, on verra, mais moi je vois pas pourquoi ce qui n'a pas marché avec Hulot. Ça lui donne un poids dans le nom déjà. C'est un petit pas en avant, on va dire, je pense. Après, concrètement, il faudra voir les personnes qui seront mises dans ces ministères-là. Et puis la direction que cette politique prendra après les législatives. Mais je pense que c'est compliqué pour l'instant de dire c'est pas parce qu'il a dit que la Première ministre devra gérer la transition écologique que ce sera fait dans les faits. Enfin, d'autant qu'il y a déjà une loi climat résilience qui a été votée il n'y a pas longtemps, donc est-ce qu'ils feront une deuxième loi? Honnêtement, je ne sais pas, on verra bien. Toujours est-il que c'est le signe d'une victoire tout de même idéologique aussi du camp écolo. C'est-à-dire qu'on ne peut plus ne pas se dire, ne pas dire même, et là c'est pas seulement dire on est un peu écolo, là on est obligé de dire l'écologie va présider un peu à tous nos choix. Bon, alors après c'est comme les violences faites aux femmes, il y a ce qu'on dit, et il y a après ce qu'on peut comptabiliser derrière. J'entendais Michel Monponté sur France Info sur la question de l'écologie qui dit Elisabeth Borne, son bilan au ministère de l'écologie, c'est aussi un amaigrissement considérable du nombre d'employés même du ministère de l'écologie qui en a perdu plus d'1 millier sous Elisabeth Borne. On a fait maigrir vraiment le... C'est peut-être une nouvelle architecture, une nouvelle organisation, ils en ont transféré dans des directions régionales. Hein. Je sais pas, je sais pas, mais c'est possible. En tout cas, il y a moins de collaborateurs au ministère de l'écologie qu'il y en avait avant. Ils ont serré le kiki. Exactement. Donc voilà, il y a ce qu'on fait, il y a ce qu'on dit. Longtemps. Et puis par contre, voilà, c'est le signe en effet d'une victoire idéologique d'être obligé de dire que les violences faites aux femmes sont une grande cause, que l'écologie c'est important. Maintenant, il faut qu'il y ait la société civile derrière qui pousse pour mais je me posais que les la choses se fassent question. belle. Mais ça marque des points du coup, mine de Il rien. avait pas Emmanuel Macron n'avait pas déjà décidé que protocolairement le ministre de l'Environnement serait direct en numéro dessous, 2 du gouvernement. C'est déjà le cas pour mais Barbara Pompili aussi. Oui. Mais c'était déjà le cas avec Nicolas Hulot. Ça faisait partie de la charte de l'environnement de la fondation Nicolas Hulot à l'époque, etc., de mettre un super Donc finalement, Premier ministre bis. Est-ce que ça va changer? Ça ne veut rien dire. Enfin, c'est toujours pareil. Voilà. C'est pas parce que protocolairement tu dis que c'est un super ministre. Tu peux même rajouter le mot super devant si tu veux. Il y a rien qui est interdit dans la loi. C'est pas parce que tu le dis que ça l'est. Parce qu'un ministre, c'est quelqu'un qui va être en prise avec les autres ministères et qui va s'engueuler. Et si au final il y a que Bercy qui remporte ses arbitrages, bah tu peux être super ministre, même méga ministre, même turbo ministre si tu veux, mais ça change rien. T'as perdu ton arbitrage. Non mais c'est vrai. Donc voilà, il y a des ministres qui sont le ministre du budget. Il peut même être secrétaire d'État chargé du budget ou des comptes publics. Ça reste un des ministres les plus importants du gouvernement parce que c'est lui qui donne les enveloppes. Donc voilà, on a pas des nouvelles de Yannick composition. Jadot sinon Il t'embrasse. Non, je sais pas. Ah non, mais attends, on peut spéculer sur la composition du gouvernement. Moi, j'ai reçu des listes incroyables. Est-ce que Yannick Jadot n'aura pas un de ces 2 ministères On n'a pas la composition du gouvernement. J'espérais qu'on l'ait avant cette émission Backseat. J'espère pas qu'on l'aura pendant parce qu'on va pas on parle des pouvoir... rumeurs. Non, Emmanuel Macron. Alors, est-ce qu'on parle de rumeurs? Non, parce que là, un remaniement, c'est toujours la même chose. C'est qu'à l'heure où je vous parle, il y a 3 personnes qui sont au téléphone toute la journée ensemble. C'est Thierry Colère, Emmanuel Macron et Elisabeth Borne qui sont en train de composer un gouvernement. Thierry Colère ou Alexis Colère? J'ai dit quoi? Thierry Colère. Thierry Colère, je sais pas, c'est une fusion. Finalement, c'est une fusion des deux. Non, c'est Alexis Colère. Tous les 3 sont en train de composer cette équipe gouvernementale dans un besoin de remplir un cahier des charges impossible entre des équilibres où il faut satisfaire les camps, d'un équilibre femmes-hommes, la parité, un équilibre de représentation territoriale. Il faut du politique, il faut un sénateur de temps en temps, ça fait du bien, un maire, un machin. Bref, c'est un enfer. Ils sont en train de composer cette équipe-là. On n'a pas la composition définitive et il y a effectivement, comme d'habitude, à chaque remaniement, des rumeurs qui circulent par SMS. Il y a des tendances. Il y a des rumeurs, moi. Ah, mais attends, ils ont ressorti Hubert Védrine. J'en peux plus, quoi. Non, mais arrête, ce ne sont que des rumeurs. Ah, j'adore. Moi, je m'éclate avec les rumeurs. Ouais, mais j'ai une liste, c'est un trivial poursuite, hein, je te jure. J'ai vu aussi des journalistes dire qu'il y avait des gens qui s'amusaient à faire circuler des rumeurs juste pour se marrer. Parce que ça sert à quoi de faire circuler une rumeur sur une Il paraît que machin va devenir ministre. Tu testes. En fait, soit tu testes une hypothèse, soit parfois c'est l'entourage de cette personne-là qui essaye qui se rêve en collaborateur de futur marché. Soit parfois c'est ces personnes-là elles-mêmes. C'est déjà arrivé, des ministres qui veulent être ministres, des gens qui veulent être
ministre qui du coup disent à des journalistes. Je pense que c'est une volonté de l'exécutif aussi. Enfin, je pense que typiquement Macron, à mon avis, il a fait ça avec Vautrin et Touraine. Il a testé il a fait circuler des ballons d'essai. J'en suis sûre. Je sais pas. Ils font ça tellement souvent. Ils ont fait ça pour les confinements. Ils ont fait ça pour les couvre-feux, pour ceci, pour cela. Je serais pas surprise. Alors, ce qu'on appelle un ballon d'essai, je vais préciser quand même, c'est une espèce de petite tactique politique et stratégique qui consiste à faire fuiter volontairement une hypothèse. Pour voir, pour la laisser circuler, ne pas réagir dans les premiers jours, mais surtout voir comment ça prend ou pas. Et si tu vois qu'il y a une levée de bouclier immédiatement, tu fais non, mais c'est une rumeur, ça n'a jamais été un projet du gouvernement. À l'inverse, si ça prend, tu dis bah ça a l'air de bien marcher, il y a eu 2-3 éditos qui disaient que c'est une bonne idée, bah let's go, on peut y aller. Il y a une espèce de feu vert de l'opinion ou de la presse ou ce que tu veux. Bah, c'est ça qu'on appelle un ballon d'essai. Est-ce qu'il y a des ballons d'essai dans le cadre d'un remaniement ? Je suis pas persuadé, moi. Pour la première ministre, je suis quasiment sûre. Première ministre, c'est possible. Tu penses ? Ah ouais. Que Vautrin, Vautrin, Azoulay, tout ça. Oui, c'est certain. On a parlé que de ça. Et que de ça, quoi. Que de ça pendant une semaine. Ça peut être aussi une stratégie pour faire en sorte à ce qu'on parle un peu moins de NUPES et de tous ces accords. C'est ce que tu disais sur le fait que ça participe. Justement, puisqu'on en parle, les législatives, donc ça arrive les 12 et 19 juin prochains. On commence à avoir de plus en plus la liste définitive des candidats avec les difficultés que ça peut poser dans certaines circonscriptions. On y reviendra. Qui commencent à popper un peu partout. Une campagne des législatives qui a un peu du mal à mobiliser. On s'attend à un fort taux d'abstention comme c'était déjà le cas en 2017. Ce qui risque de limiter considérablement le nombre de triangulaires. Il n'y en avait eu qu'une de triangulaire en France en 2017. Pour se qualifier au second tour, je le redis encore une fois, il faut faire 12,5% des inscrits en nombre de voix. Avec un taux d'abstention comme celui qu'on avait la dernière fois, parfois il faut faire plus de 20% des suffrages exprimés, 25% même parfois, pour arriver au second tour. C'est très difficile pour beaucoup. Et pourtant, il y en a qui y croient, c'est la NUPES. Jean-Luc Mélenchon a présenté en début d'après-midi, en fin de matinée aujourd'hui, le programme de la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Et il continue à se présenter comme candidat au poste de Premier ministre en y croyant sincèrement, même s'il y a des projections sondagières qui sont difficiles à lire mais qui disent que ça risque d'être quand même chaud du cul. Pourquoi c'est difficile d'avoir des sondages pour les législatives plus que pour la présidentielle ? Qui est chaud pour Sacha ? C'est une excellente question. Je vous remercie Merci de l'avoir posée. Monsieur Alcabache. Je sais pas. Pourquoi c'est compliqué de faire des estimations Parce qu'il faut en faire 577 des estimations, c'est ça le problème. C'est ça, t'as le nombre de circos, et puis après, tu sais pas si tu pars en triangulaire, et puis il y a ce seuil de 12,5% de votes à avoir. Ça fait beaucoup des inscrits, pardon. Ça fait beaucoup de facteurs cumulés qui font que, là, j'ai vu des sondages qui mettaient NUPES à 27,5 et LREM, et Ensemble, à 27. Au niveau national. Au niveau national, mais ce qui laisse quand même Ensemble avoir la majorité à l'Assemblée, tu vois. Oui, parce qu'Ensemble, ils ont une meilleure répartition territoriale. Donc il y a aussi ce truc-là qui est ultra compliqué à comprendre. En plus, il y a un truc parce que vous voyez, c'est pour ça que vous avez parfois des projections de la Chambre que ça pourrait donner. Alors ça vous dit bien ce que ça veut dire. Une projection, c'est-à-dire on se projette, admettons, c'est comme quelqu'un l'a dit dans le chat, c'est 577 élections. Différentes. Il y a un truc qu'on peut pas prévoir dans les sondages, c'est qui va trahir, qui va se retirer, est-ce qu'il va y avoir un barrage républicain en candidat RN ou pas. Est-ce qu'il y a plein de petites choses qu'on peut pas anticiper énormément sur le comportement des acteurs eux-mêmes, et pas seulement des électeurs, mais aussi des acteurs. Que va faire même nationalement LR? Est-ce qu'ils vont trouver in extremis un accord avant, avec Ensemble, je sais pas quoi. Donc c'est très très dur. Donc prenez vraiment avec des pincettes les projections de l'Assemblée nationale, même si je comprends qu'en effet Jean-Luc Mélenchon a tout intérêt, lui, à dire... mais j'en reparlerai dans ma chronique après, donc on va laisser Mélenchon, j'en parlerai plus tard. Mais oui, prenez vraiment avec des pincettes les projections. On n'élit pas un Premier ministre, pour rappel quand même. Alors on n'élit pas, et en même temps... Alors je suis d'accord avec toi, c'est vrai. Pourquoi tu nous fais ce rappel? Non, mais parce que... Exactement. Est-ce que tu as lu la bio Twitter de Jean-Luc Mélenchon? Qu'est-ce qu'il a mis? Candidat Premier ministre... il est candidat au poste de Premier ministre dans l'absolu, oui. Mais Macron peut très bien décider de ne pas proposer Jean-Luc Mélenchon, même si NUPES a une Alors ça, je suis pas d'accord avec toi. Politiquement, il n'aura pas le choix, mais je veux dire, il n'est pas obligé de le faire. Si la majorité n'est pas acquise au président de la République, il se fait imposer de fait politiquement. Non, mais ça, on est d'accord. Il peut proposer un nom qui sera issu de NUPES, mais qui ne sera pas celui de Mélenchon. Même si les autres diront non, je ne sais pas, Ruffin... Mettons, il dira non, mais je veux dire, il n'est pas constitutionnellement obligé de dire constitutionnellement non, mais politiquement si. Donc en fait, on est d'accord. Mitterrand a nommé Chirac, c'est de tous les êtres humains à la surface de la planète, le dernier que Mitterrand voulait en Premier ministre, c'était Jacques Chirac. Mais il n'avait pas le choix. C'est comme ça. C'est vrai que voilà.
Je trouve que dire élire un Premier ministre, ça trouble un peu la manière dont on perçoit cette élection. Je suis d'accord, en fait. moi je suis un peu une moi je suis pas d'accord avec toi parce qu'au contraire, je trouve que ça repolitise cette élection dans le bon sens du terme. Non mais c'est vrai, c'est élire un Premier ministre, ça veut dire ce que ça veut dire. Bah mais c'est le seul à utiliser ce vocabulaire-là. Oui, parce que ça joue dans son... D'ailleurs, ça marche bien. Ça mobilise ses troupes, ils sont super parce que c'est le plus malin. Mais rendez-vous compte. Non, mais rendez-vous compte, il y a plein de gens. Il y a plein de gens pour qui c'est pas clair. Nous, évidemment, on travaille là-dedans, on commande ça et tout. Mais il y a tellement de gens pour qui c'est pas clair. Les plus éloignés d'ailleurs des institutions, les plus éloignés, parfois un peu les plus désocialisés aussi. Et c'est des gens dont Jean-Luc Mélenchon a besoin, qu'il a besoin de ramener vers les urnes, et il a besoin de leur expliquer les choses de manière simple. Alors, on peut dire c'est simpliste, c'est pas exactement juste. C'est pas la question si ça marche. Si ça marche, si ça mobilise des gens qui sont éloignés des urnes et que ça leur fait dire et qu'on a lui ce qu'il combat en faisant ça, c'est pas les institutions, c'est l'abstention. Mais tu penses pas que ça peut les effrayer ces gens-là justement? Les gens qui n'ont pas voté Mélenchon au premier tour et qui se disent why not NUPES, mais je vais élire Jean-Luc Mélenchon, donc ça me pose un problème. Ah, tu penses que ça fait fuir les indécis? Ça dépend de leur circo. Voilà, ça dépend de ce qu'il y a dans leur circo. Ouais, peut-être. C'est l'inverse. Il y a des gens, tu leur dis LREM, ils savent pas exactement ce que c'est. Il y a des gens, tu leur dis France Insoumise, ils se rappellent plus. En plus, c'est devenu Union Populaire entre-temps. Tu leur dis Mélenchon, ils savent qui c'est. Oui, c'est vrai. Mélenchon, extrêmement identifié. Mélenchon, Macron, Le Pen, c'est les candidats les plus identifiés. C'est leader charismatique, ça c'est sûr. C'est sur sa personne que ça marche mieux plutôt que sur un sigle. Tu leur dis que tu vas voter pour Annick Côtelette dans ta truc, machin, il est là, oui. Non, mais là-dessus, en plus, il y a un nouveau logo, candidate de la NUPES. Non, mais les gens sont là. Non, mais c'est vrai. Et d'ailleurs, moi, je le vois dans le chat depuis le début de cette campagne. Il y a quand même plein de gens qui sont méga perturbés par c'est quoi cette histoire? Pourquoi on a une première ministre alors que les élections sont pas encore passées, alors que l'autre il dit qu'il est candidat? Ça veut dire quoi? Je comprends pas. Et c'est vrai que c'est perturbant pour beaucoup de gens. Il simplifie, mais en vrai, il a raison. S'il gagne cette élection, si cette formation, en effet, arrive à remplir l'Assemblée plus que les autres. Question tiens d'ailleurs, est-ce que Marine Le Pen n'aurait pas intérêt elle aussi à faire ça, à dire élisez-moi Première ministre? Justement, j'allais en parler. Je suis très étonnée par la vacuité de la campagne du Rassemblement national sur cette élection législative. Entre les candidats qui arrivent sur des plateaux télé et qui disent j'ai pas bossé les dossiers, l'autre qui sort la photo de sa femme, enfin ces trucs-là, et puis même l'absence de médiatisation de cette campagne. On a l'impression qu'ils ont lâché l'affaire en fait. Ils savent que les législatives ne sont pas mobilisatrices de manière générale, comme tu le disais. Il faut quand même rappeler qu'en 2017, le taux d'abstention au second tour, c'est 56%. C'est chaud de ouf, 56%, quoi. C'est énorme. Oui, non, mais bien sûr. Par ailleurs, je suis d'accord avec toi, c'est vrai que tactiquement, ils n'y sont pas aux législatives, ils n'ont même pas eu de groupe là pendant 5 ans, tellement ils n'arrivent pas à faire élire de députés. Il y a aussi un autre truc quand même, c'est que c'est pas dans la culture de l'extrême droite le parlementarisme. Oui. C'est clair, ils passent leur temps à chier dessus. Quand Jean-Luc Mélenchon te parle de députés, etc., tu sais, Jean-Luc, au plus profond de ses tripes, il te parle de la Convention nationale en citant les mecs. Enfin, tu vois, c'est une culture politique aussi. Le Parlement, l'extrême droite n'aime pas ça. Aux européennes, ils font des résultats qui sont pas si dégueux que ça. Les européennes, c'est pas pareil. Ouais, mais c'est pas une culture parlementaire de la même manière. C'est aussi un vote de rejet de l'Europe, etc. Donc ils arrivent à accumuler là-dessus. Alors que le Parlement, c'est voté pour des députés qui vont déposer des amendements dans le cadre de négociations pour éventuellement trouver des compromis. Il y a aucun de ces arguments-là qui marche à l'extrême droite. C'est pas leur culture politique. Eux, ils aiment le pouvoir fort, le pouvoir incarné, l'autorité. Et c'est vrai que le parlementarisme, l'extrême droite a toujours détesté ça. Donc ils galèrent un peu. Ça m'étonne pas. Est-ce que Marine Le Pen va réussir à avoir un groupe à l'Assemblée nationale? Je n'en sais rien. Est-ce qu'elle va être présidente de ce groupe? D'ailleurs, elle est candidate. Oui, elle est candidate. Oui, d'ailleurs, elle concentre sa campagne. Là où Jean-Luc Mélenchon fait le tour de toutes les circos, elle concentre sa campagne autour d'Hénin Beaumont. Elle veut sa réélection. Ça, c'est sûr. Mais elle va pas beaucoup filer un coup de main à tous les autres, par contre. Et elle a Reconquête aussi qui est sur le... Tu vas pas être plus gênant que ça, normalement. Non, si. Ils ont des candidats à peu près partout. Il y a moyen qu'il y en ait quelques-uns qui soient élus. Oui, ils ont présenté de partout. Il y a quand même moyen qu'il y en ait quelques-uns qui soient élus. La campagne législative est aussi de fait perturbée par des polémiques sur des nominations dans les circonscriptions, enfin des nominations des investitures, pardon, de candidats et de candidates. On a vu par exemple la polémique en entraîne une autre, celle sur le Tahabou Hafs, on en avait parlé la semaine dernière, et cette semaine, c'est sur M. Perra, dont tu avais parlé d'ailleurs la semaine dernière à notre invité. Oui, Sylvain Maillard, vous en avez parlé. Il disait qu'il ne connaissait pas le sujet. Mais qu'il fallait qu'il se retire. Mais qu'il fallait quand même qu'il se retire. Il a fini par se retirer suite à une polémique quand même. Donc Perra est un... C'est quoi son prénom, excusez-moi? C'est lui, Jérôme Perra. Jérôme Perra, donc candidat qui avait été investi par La République En Marche. Il se trouve que ce bonhomme a été condamné pour violence conjugale il y a quelques années maintenant, en 2020 je crois. Jérôme Perra,
en fait, sa candidature a été très difficile à défendre pour Stanislas Guerini, qui est le patron de La République En Marche, du parti politique La République En Marche, sur un plateau télé, qui s'est retrouvé comme un con. C'est un homme honnête. A bégayé de ouf. Il s'est pris les pieds dans le tapis. Mais pourquoi est-ce qu'il a bégayé ? Parce qu'il y avait eu la polémique Boaf-Savon. Que pendant des jours, peut-être pas des semaines, mais pendant des jours, tous les Républicains ont tapé à bras raccourcis sur la France Insoumise qui avait réagi trop tard, pas assez vite, n'importe comment, etc. Quand ça arrive à eux et que le mec a été condamné, en fait, ils n'ont plus le poil du début d'un argument. Et donc, c'est paradoxalement aussi, je trouve, une petite victoire culturelle de la gauche qui dit, mais en fait, c'est terminé ça, c'est bon. Enfin, la NUPES a démontré que quand il y en a un qui est accusé, que les accusations sont sérieuses, il perd sa candidature immédiatement, son investiture, c'était à Boafs. Maintenant, les autres, vous êtes obligés de vous mettre à ce nouveau standard. Mais si ça crée un précédent comme ça pour les prochaines élections et que maintenant, toute personne qui sera accusée d'agression sexuelle ou d'harcèlement sexuel ou de viol ou a été condamné, si ça peut créer ce précédent-là, que ces personnes-là ne soient pas présentables à des élections, pourquoi pas en fait, tant mieux même. Clair. Et c'est ça que j'appelle une victoire Mais culturelle. d'ailleurs, ça, je suis d'accord. C'est pas un hasard si les filles a réagi aussi vite. C'est aussi grâce au travail qui a été réalisé par le collectif MeToo Politique, qui a créé un observatoire des violences sexuelles et sexistes en politique et qui par ailleurs, quand la tribune a été lancée, quand on l'a lancée au mois de novembre, il y avait aussi une lettre qui a été adressée aux partis politiques en leur demandant de signer une charte dans laquelle ils s'engageaient effectivement à ne pas présenter de candidats mis en cause dans une affaire de violence sexuelle ou sexiste. Et en l'occurrence, LFI a signé cette charte, LREM n'a pas signé cette charte. C'est vrai. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Donc il y a quand même, effectivement. Ils l'ont pas signé, mais là, ils viennent de démontrer qu'en fait, ils viennent de se rallier à un des points principaux de cette charte. Ils ont été quand même. Tu parlais de tordre le bras, là. Je pense que si Guerini n'avait pas sorti sa boulette, on serait tranquille, là. L'autre, il serait encore investi. C'est possible. Oui. Aucun doute. Alors que c'est quand même. En plus, il a été condamné pour des faits qui sont gravissimes. 14 jours d'ITT. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Interruption temporaire de travail, j'ai lu un petit papier là-dessus, j'ai expliqué un petit peu comment ça s'était passé. Donc Jérôme Perra est en plus, rajouter à ça l'indignité du truc, Jérôme Perra vient de LR, et là, il allait obtenir l'investiture sur la circonscription d'une meuf LREM, qui avait été élue sous l'étiquette LREM et à qui on demandait de se retirer pour faire de la place à Jérôme Perra qui vient de LR. C'était qui ? Je sais plus son nom, je sais plus quel circo c'est, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Et il y avait même le projet, éventuellement, je crois qu'elle n'était pas très chaude pour se retirer et lui laisser la place et elle voulait un peu maintenir. Et elle était soutenue en ça par quelques autres personnalités. Bon, bref, mais apparemment LREM avait besoin de Jérôme Perra parce que Jérôme Perra très proche de Macron, surtout, a quelques compétences. Il a été conseiller du coup à l'Élysée parce qu'il a quelques compétences qui lui viennent de ses longues années d'expérience sur le découpage des circos, le machin, c'est un peu un petit stratège. Jacqueline Dubois, merci le chat. Jacqueline Dubois, 4e circonscription de la Dordogne. Et donc ils ont merci le chat. Tenu à le maintenir, d'autant plus que en fait au régional ils l'ont présenté. Alors qu'il avait déjà été condamné. C'est vrai, ouais. Il était sur une liste et c'était passé. Et il se disait, ça se trouve, ça va repasser. Et là, c'est pas repassé. Voilà. C'est juste de l'amateurisme. En fait. Là, c'est comme on en parlait tout à l'heure. Il a Thierry raison. Solaire. Non, mais attends, tant que ça passe. Exactement. Il a raison. Ils sont là. Bon, allez, on la tente et puis on verra bien ce qui se passe. Si ça passe, tant mieux. Si ça commence à C'est un ballon d'essai, encore une fois. Et ouais, alors il y en a un autre dont on s'interesse à l'avenir, c'est Damien Abad. Damien Abad a été c'est bon, c'est tombé là. Ouais, je sais, il quitte les Républicains. Attends, mais laisse-moi introduire. Pardon. Putain. J'avais un scoop. Damien Abad est un député de la Nation. Non, Damien Abad, c'était le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale qui a pris la succession de... Quoi ? Aidez-moi, putain. Le président des Républicains, Christian Jacob. Christian Merci, personne Jacob. m'a Oui, aidé. c'est Personne, vrai. je l'ai retrouvé dans ma tête tout seul, mon enfoiré. oublié, moi. Christian Jacob, quand il a quitté le groupe Les Républicains pour prendre la tête du parti, il a laissé son siège de président du groupe Les Républicains à un dénommé Damien Abad, qui a été, je trouve, un assez bon président de groupe. Les Républicains, tout ça, défendre l'autonomie, l'indépendance du groupe, etc. Et il se trouve que Damien Abad, il est sacrément séduit par La République En Marche. Il se dit qu'il pourrait les rejoindre. La République En Marche a décidé de faire savoir qu'il n'investissait personne dans sa circonscription face à lui. Manière de dire, viens mon coco, t'es le bienvenu, un peu comme ils avaient fait avec Valls en 2017 à Évry. Voilà. Et Damien Abad a été pressé par son parti et par ses proches de se barrer en disant c'est soit tu vas chez En Marche, soit tu restes chez nous, mais t'arrêtes cet entre-deux. Il a dit qu'il s'exprimerait. Christian Jacob lui a formellement, en début de journée aujourd'hui, demandé de quitter les Républicains, ce qu'il a fait là, donc dans un communiqué juste avant le début de cette émission. Dans une interview au Figaro. Désolé. Dans une interview au Figaro, Dans une interview au Figaro. Autant pour moi. Bravo le Figaro pour cette interview de Damien Abad. C'est con, on l'a pas eu sur le plateau de Backseat, tu aurais pu le dire ici en direct. C'est dommage, je suis jaloux. Voilà, donc Damien Abad se retire de la présidence des Républicains et a priori vocation à rejoindre La République En Marche. Why not avoir un ministère ? Ouais, apparemment, son nom circule pour la santé. Ministère de la Santé ? Ouais, et j'ai vu armée aussi.
Le service de santé des armées, du coup. Ouais, bah, du coup, ouais, c'est ça. Je suis ministre du service de santé des armées. Bah ouais, je sais pas. Ouais. En plus, là, il a carrément vraiment été poussé dehors parce qu'apparemment, j'ai lu qu'il l'avait viré du groupe WhatsApp. Ça, c'est moche. Ils l'ont viré du groupe WhatsApp Paul. des élus LR avant qu'il annonce quoi que ce soit. Ouais, il devait savoir que l'interview allait sortir, non, peut-être. Bah, je sais pas, en tout cas, ça fait vraiment. C'est sale. Chaton. En même temps, ils sont là à préparer leur campagne législative. Ouais. C'est compliqué, c'est très compliqué. c'est très compliqué. Ouais. Ils se rassurent comme ils peuvent en se disant allez, si on en fait une bonne campagne, on en aura peut-être 150 au lieu de 100 et voilà. Et puis pendant ce temps-là, t'as l'autre qui a pas de candidat LREM face à lui. On sait pas trop ce qu'il fait. Donc moi, je serais un élu LR. Pareil, je dirais le Abad, tu me clarifies le truc. Là, Bah, tu bien restes sûr. ou tu sors. Bah oui, non, c'était un moment de clarification qui était. restes, Il fallait qu'il Moi, je sorte. suis en empathie avec les élus LR. Sur ce coup-là, je comprends complètement. Il faudra couper ce moment et l'isoler et le ressortir à toutes les sauces à tout moment sans Ouais, contexte. ouais. Sur ce sujet-là, empathie avec les LR. Donc voilà. Aujourd'hui, en fin de matinée, je le disais, donc présentation du programme de la NUPES pour législative que j'ai streamé et qu'on a regardé ensemble avec le chat. C'était assez intéressant. Ils ont ressorti la litanie des propositions sur lesquelles ils sont d'accord. Il y en a un paquet. Mais ils ont savamment évité les sujets qui fâchent. En renvoyant au notamment choix du l'Europe. Parlement. En renvoyant notamment au choix du Parlement, l'OTAN, l'Europe, le nucléaire, etc. Ce qui était assez intéressant, d'autant que c'était un peu mal maîtrisé comme exercice de conférence de presse, puisqu'en fait, ils se succédaient au micro pour répondre à la même question du Et les autres journaliste. savaient pas qui allait. Et du coup, il y avait les une polyphonie. suivre. Ouais. C'est que du coup, il y avait, voilà, si je peux ajouter un mot, c'est vas-y, Julien Bayou, je t'en prie. Bah, nous, on tenait à dire que. Donc, en fait, tu vois, la future division de la NUPES à l'Assemblée, elle était visible dans cette conférence de presse. C'est-à-dire que je rappelle que la NUPES est une alliance électorale pour ne pas se gêner les uns les autres dans les circos et se mettre d'accord sur des candidats et sur un programme commun minimum. Et justement, tout est dans le minimum. Mais une fois à l'Assemblée, il y aura bien des groupes différents. Et donc, les groupes différents voteront pas de la même manière, iront pas tous dans le même sens. On va se marrer. Franchement, moi, j'ai trop envie que ça passe. Déjà, on aura une cohabitation. On aura une cohabitation de ouf. S'il perd sur sa majorité sur tous les textes importants, tu vois, ça devient débile. Ouais, mais juste, moi, je trouve que politiquement, on n'aurait jamais vécu ça. Ah non, oui, c'est ce serait incroyable. Non, ce sera un retour au parlementarisme. Imagine un peu, de fait. au moins, on pourra dire des trucs, sinon, on va se faire chier. Non, mais votez NUPES. Non mais attends, imagine Mélenchon ministre de Macron, quoi. On rigolerait bien. Non, mais... On rigolerait bien, c'est vrai. Le truc de ouf. Imagine, je sais pas, genre des sauces dans le gouvernement Mélenchon. Non, mais l'enfer. Ce serait tellement drôle. Ouais, enfin, on rigolerait, mais pour moi, encore une fois, ce serait un bloc. Enfin, je pressens un blocage énorme sur tous les grands textes. Bien sûr. Une fois que tu as augmenté le SMIC, une fois que tu as mis du bio dans les cantines, une fois que très bien, tout ça, c'est très chouette. C'est un truc sur lequel ils sont tous d'accord. Même la 6e République, ils sont d'accord pour lancer un processus, quel qu'il soit, etc. C'est déjà pas mal de trucs. Mais sur la politique nucléaire, sur les négociations avec. Camarade, ça c'est ton côté techno aussi. Tu veux une belle machine bien huilée, dans le respect des institutions. Non, pas dans le respect des institutions. Ils veulent le SMIC à 1 500 €. Il y en a, ils veulent un peu moins souffrir au travail et aller à la retraite à 60 ans. Et le respect des institutions, on verra. Hein. C'est ça, on verra. La cohérence du groupe parlementaire, on verra. Attends, la cohérence d'un groupe parlementaire quand t'es majoritaire, c'est le truc le plus important. Sinon, tu n'es pas majoritaire. Tu dis, ils vont faire. Ils font peut-être tout ce qui va soulager les classes populaires, d'accord. Mais bon. Oui, c'est l'exemple que j'ai pris, sont peut-être pas les bons. Je vois ce que tu veux dire. Non, mais ce sera déjà bien. Mais du coup, voilà, ils auront une cohérence sur 2 projets de loi et sur les suivants, par contre, non, attends, 650 mesures, mec, c'est énorme. En vrai, ils sont d'accord sur plein de trucs quand tu regardes un peu. Ouais, mais pas sur les grands choix stratégiques, sur plein de trucs, sur l'Europe, sur l'international, sur les relations diplomatiques, sur le nucléaire. Oui. Pardon, c'est pas des sous-sujets. Mais non, t'as raison. J'ai jamais dit que c'était des sous-sujets, mais je trouve qu'il y a une base qui n'est pas inintéressante. Moi, ce que j'ai déjà dit ici, par contre, sur l'OTAN et sur le nucléaire, c'est que j'ai l'impression que c'est des sujets sur lesquels on choisit pas vraiment. C'est l'histoire qui choisit pour nous. Il suffit qu'il y ait un accident nucléaire en Europe et toute l'opinion se retourne en un instant. Il suffit que les conditions ne permettent pas de faire sans le nucléaire pour que de toute façon on n'en sorte pas. Il suffit que la Russie attaque l'Ukraine pour que de toute façon l'OTAN, on va rester dans l'OTAN. Ouais, pour ressusciter l'OTAN en fait. Ouais. On va être d'accord par la force des choses. Non, mais tout à fait, je suis assez d'accord là-dessus. Et d'ailleurs, on l'a vu avec la Finlande et la Suède qui ont décidé de manière assez précipitée de rejoindre l'OTAN alors que c'était quelque chose qui était parfaitement exclu depuis des décennies en réalité. Remarque là où je suis satisfait
là où je serais satisfait, et c'est mon côté techno qui sera content aussi, c'est qu'on retrouverait une culture du compromis. Non, mais oui, vrai. moi aussi, ça me ferait plaisir, ça. On retrouverait une culture du compromis. On verra c'est-à-dire, une coalition en marche, quoi. Comme la gauche plurielle en 97 et jusqu'en 2002, ça faisait chier en permanence. Les écolos, ils faisaient une voix discordante sur tous les sujets. Jospin venait à la télévision le soir en disant nous avons trouvé une solution, nous allons créer un nouvel aéroport à Notre-Dame-des-Landes, ça va satisfaire tout le monde. Ce qui était le cas, c'est pas une anecdote, c'est pas faux ce que je vous raconte. Notre-Dame-des-Landes, ça a été un compromis avec les écolos à l'époque. Donc voilà, c'est très bien. Moi j'en serais très heureux. Du coup, on décortique. Oh, putain, sur le plateau de Backseat. C'est ce que je te dis, on va s'éclater. Politiquement, nous, en tant qu'observatrices et observateurs de la vie politique, je pense qu'on va s'en taper une tranche. D'ailleurs, il y a un élément de langage de Marine LePen que finalement tu accrédites en disant ça. Elle a dit ce sera la ZAD permanente. Qu'est-ce que t'as contre moi ce soir? Non, mais parce que j'entends beaucoup ça en fait, parce que j'ai ce sera la ZAD permanente avec eux. C'est trop sympa. Non, mais non, alors non, ça elle veut dire ça parce que c'est encore des gauchistes en sarouel avec des cheveux gras. C'est l'argument éternel de l'extrême droite contre la gauche. Mais ça sous-entend aussi des gens qui seront même pas d'accord entre eux, l'AG permanente. On en revient à la culture politique de l'extrême droite par rapport à celle de la gauche. La gauche, ils sont parlementaristes, ils aiment bien quand ça s'engueule, quand ça débat et qu'on trouve des compromis, alors que la droite, alors c'est vrai que le côté ZAD, ça, non, la droite, c'est le chef, il a dit, vous fermez tous vos gueules. C'est vrai, c'est une question de culture politique. Imagine la France en ZAD total, genre une ZAD de partout. Ce serait ou l'Ardèche, quoi. En gros, la France, ça devient l'Ardèche, ce serait ouf. Bon, il faut quand même un chef au bout d'un moment, et par exemple, dans une émission, il faut choisir d'avancer dans le timing de l'émission. C'est parti pour les cartes blanches. Excellente transition. Excellente transition. Un chef, c'est fait pour cheffer. Les cartes blanches, comme chaque semaine, je propose à mes chroniqueuses et chroniqueurs de venir vous parler d'un sujet, une recommandation, un truc à dire, un truc à lire, un truc à regarder, n'importe quoi, une poésie, une chanson, ce que vous voulez. Qui sait qui veut comment? Usul, vas-y. Usul, ta carte blanche. Oui, alors moi, c'est pas un docu Arte aujourd'hui. J'ai essayé de me creuser un peu. Non, mais de toute façon, en général, ce que je vous donne, c'est des ressources que moi j'utilise. Et aujourd'hui, je vais vous donner une chaîne YouTube et une conférence en particulier sur cette chaîne YouTube. Cette chaîne YouTube s'appelle Politeia. Et bon, c'est une asso qui fait de la vulgarisation, même carrément de l'éducation populaire sur les grands sujets de sciences politiques. Évidemment, c'est un cycle de conférences une fois par mois. Cette année, toutes les conférences étaient consacrées à l'élection présidentielle, avec plein d'angles possibles et différents. Et la dernière conférence est sortie il y a quelques jours à peine. C'est une conférence de Céline Braconnier sur l'abstention. Et c'est vraiment très intéressant parce que on a tous énormément d'idées reçues sur l'abstention. On a tous des préjugés assez... parce que ces préjugés, tout simplement, on les entend sur les plateaux, on les relaie nous-mêmes, parce que c'est pour ça que c'est génial la science politique, c'est que c'est le problème de la politique, c'est qu'on a tous des idées politiques, mais c'est un peu comme la sociologie où on a du mal à comprendre que ça puisse être une vraie science parce qu'on a tous l'impression d'être un peu sociologue, et c'est un peu pareil pour la politique, on a tous l'impression de comprendre comment marche la politique. Or, il y a un truc qui s'appelle la science politique, c'est-à-dire il y a des questions qu'on se pose, et derrière, il faut des outils et des méthodes sérieuses pour trancher vraiment les questions. Par exemple, sur l'abstention. On a tous dans l'idée que l'abstention, c'est des gens qui sont défiants, par exemple, avec la politique, qui pensent que c'est un peu le tous pourri, que de toute façon, les élections, ça change rien, et que c'est ça, les abstentionnistes. Or, quand tu regardes pour de vrai qui sont les abstentionnistes, c'est même des gens qui sont éloignés de la politique. Mais quand on leur demande, ils vont dire « je suis défiant, machin ». Mais quand on fait des enquêtes, on sait très bien en sociologie que les enquêtés répondent aussi parfois à ce que l'enquêteur a envie d'entendre. Donc, ils vont essayer de mettre du sens dans ce truc-là, dans lequel il n'y en a pas nécessairement, ils sont juste éloignés du monde politique. C'est pas leur univers mental, ça rentre pas dedans. Pour eux, c'est pas leur vie, voilà. Mais pas nécessairement parce qu'ils sont défiants. Ça, c'est un discours qu'on peut plaquer a posteriori. Donc, les gens, l'immense majorité, ce que nous dit Céline Braconnier dans cette conférence des abstentionnistes, sont des gens qui n'ont pas choisi l'abstention, d'une manière ou d'une autre. La question qu'elle pose aussi, et qu'on est en droit de se poser aussi, c'est, il y en a plusieurs, faut-il combattre l'abstentionnisme? Tiens, tout simplement. Est-ce qu'il y a des avantages à combattre l'abstentionnisme? Parce que finalement, d'ailleurs, chez nous, il n'est pas si élevé. Quand on regarde objectivement les chiffres, qu'on compare par exemple aux chiffres des États-Unis, en France, on vote plutôt beaucoup. Et on vote pas mal, surtout aux élections présidentielles, mais même aux législatives, c'est pas si dégueulasse que ça. Faut-il le combattre? Si oui, pourquoi? Je vous ai déjà dit sur ce plateau que plus la participation était large et importante, plus on le voyait tout de même, il y avait un lien de corrélation assez direct avec des politiques menées en termes de réduction des inégalités. Plus les gens votaient large, parce qu'on sait très bien aussi en sciences politiques que les gens qui votent le plus et le plus régulièrement sont les populations les plus insérées, les plus riches, les plus sûres d'elles, les plus diplômées, Capital etc. culturel, ouais. Voilà. Donc évidemment, quand on laisse à eux les manettes, il y a un effet concret
concret dans les politiques menées. Et plus les gens vont voter, plus on va avoir en effet des politiques égalitaires qui vont être portées, vendues aussi, soumises à ce scrutin. Bref, je me perds un petit peu, mais il y a un intérêt à lutter contre l'abstention. Et c'est pas seulement en culpabilisant les abstentionnistes, évidemment, je pense qu'on en est revenu de ça depuis longtemps. Au contraire, il faut les guider. Et c'est pour ça que quand on parlait tout à l'heure de Mélenchon qui simplifie le truc en disant élisez-moi Premier ministre, ça, voilà, tiens, je vais terminer là-dessus. Ça fonctionne parce que, notamment chez les populations jeunes, ce que nous dit Céline Braconnier, elle nous dit dans les populations jeunes, les jeunes qui sont vraiment pas cons, hein, ils aiment bien voter quand ils ont l'impression que ça sert à quelque chose. Donc, si on met un enjeu à l'élection, ils vont y aller plus. Si on leur dit d'avance, l'élection elle est perdue, de toute façon ce sera Macron-Le Pen, est-ce qu'ils vont se bouger ? Non. Il a fallu remettre de l'enjeu dans cette élection présidentielle en disant « Ah, la deuxième place, elle est peut-être un peu disputée pour que finalement ça se bouge le dimanche. » Qu'on ait l'impression que ça serve à quelque chose, qu'il y a un enjeu politique, qu'on identifie bien les différents projets politiques et à quel point c'est pas les mêmes. Voilà. Et c'est ce qu'arrive à faire, mine de rien, Mélenchon aussi sur cette élection législative. Il est arrivé à redonner du sens à un truc où on se disait non, ça va juste être, on va juste donner une chambre à Macron. Bah non, pas nécessairement, mais pour ça, il faut déjà mobiliser les abstentionnistes en partie. Voilà. Et merci regardez cette conférence Usul, du coup, pour cette recommandation. Merci aux modérateurs qui vous ont mis le lien du coup vers cette conférence de la chaîne YouTube Politeia, qui a été fondée par Clément Viktorovitch d'ailleurs, qu'on embrasse. Merci à toi pour cette reco. Qui prend la suite, Sacha ? Allez. Sacha, ta carte blanche. Alors moi ce soir je vais vous parler du magazine Caviar qui comme son nom ne l'indique pas n'est pas un magazine qui parle de cuisine mais un magazine qui parle de football. C'est un magazine qui a écrit... Attends, je vous montre en image. Ok, Caviar. Exactement. d'accord. C'est un mec de football. Magnifique outil, qui a été fondé il y a environ 3 ans par une bonne de potes qui était encore à l'école et qui avait tiré le constat qu'il n'y avait pas encore de revue qui parlait de football mais comme d'un fait social à part entière. Oh, trop bien. Voilà, et c'est Sauf pour ça ils le font pas un peu ? Ils le font un peu, mais c'est quand même très orienté analyse, 4-4-2, etc. Ah, mais il y a un peu de social. Il y en a un peu, non, bien sûr. Mais Caviar encore plus du coup. Caviar encore plus. Okay. Et du coup, c'est pour ça que je vous en parle ce soir, c'est qu'en plus d'être une bande de potes et de nanas très sympas, ils ont réussi à montrer justement dans ce magazine que le football, c'est pas uniquement du 4-4-2 et c'est pas uniquement des passes à gauche, des passes à droite et puis un but. C'est un magazine qui va vous parler de lutte pour les droits de la communauté LGBT, d'écologie, de lifestyle, de bouffe, de cinéma, de géopolitique, le tout raccroché à du football. Et c'est une offre qui est ultra complète. Vous le voyez, le produit est extrêmement chiadé, les graphismes sont dingues. C'est vrai que ça se laisse traîner sur une table basse. Exactement, c'est limite un objet déco. Ouais, non, mais c'est limite un objet déco. Voilà le deuxième. C'est pas Mac de foot. C'est chic. Et c'est surtout passionnant à lire. Et puis, on sait aussi à quel point les rédactions sont à bout de souffle économiquement parlant. Et je trouve qu'il faut avoir beaucoup de courage pour se lancer dans la création d'un média sur un marché qui est saturé. Le sport, en plus, vous avez des mastodontes qui sont l'équipe, RMC, Eurosport. Et c'est aussi une autre forme de journalisme. Léa, elle a reniflé le magazine. J'adore les revues. Léa feuillette. Et du coup, c'est une nouvelle forme de journalisme qu'il faut... Désolée, excuse-moi. qu'il faut soutenir. Et alors, 2 bonnes nouvelles, du coup, c'est que cette troupe vient de signer un partenariat avec la maison d'édition Orphora. C'est-à-dire que vous allez du coup maintenant pouvoir les trouver en librairie. Et en plus, ils sont sur Twitch. Ils ont un rendez-vous hebdomadaire tous les lundis soirs. Donc, suivez-les, abonnez-vous. Vous pouvez acheter juste un numéro. Donc sur Twitch, ça s'appelle Caviar aussi ? Ça s'appelle Caviar, le salon Caviar. Le salon Caviar, ok. Exactement. Putain, tu m'as donné envie de lire un magazine de foot. Vous en aurez pour votre argent. Moi, ouais. C'est trop cool. Donc ça coûte Allez. combien ? Ça se trouve dans tous les marchands de journaux, ça coûte combien ? Non, il faut le commander sur le site, s'abonner, et c'est un trimestriel. Et c'est un trimestriel. C'est à peu près 50 € l'abonnement à l'année. Si je dis pas. Et vous avez 4 numéros. Ok, d'accord. Voilà. Les calculs sont pas bons, du coup, 50 balles pour 8 Les numéros à 8 calculs sont euros. pas 4 bons. numéros Non, à 8 je sais pas. Les frais de port. C'est vachement bien, abonnez-vous, c'est trop bien comme Voilà, magazine. bref, abonnez-vous. Voilà. Puis le pognon, ça finance les journalistes, c'est cool. Non, mais merci beaucoup pour cette carte blanche, Sacha. Merci pour cette recommandation. Donc le magazine Caviar. Léa, ta carte blanche. Alors, ma carte blanche. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux afficher un truc à l'image ? Ouais, normalement, il y a un truc qui devrait s'afficher. Alors, t'as 3 trucs. Je vous avais fait un PowerPoint sur un état des lieux des femmes en politique, mais apparemment, c'était trop long, trop chiant. Du coup, je vais vous parler d'un truc de droite. C'est un podcast, c'est une reco podcast.
Bref, ça s'affiche pas, mais c'est pas grave. C'est un podcast de l'hebdomadaire britannique qui s'appelle The Economist et qui permet en fait de décrypter l'actualité par des gens de droite ultra-libéraux. Mais c'est assez intéressant, c'est vraiment super bien foutu, archi bien construit. La qualité de l'information, parce que The Economist, ils ont beau être de droite, il n'empêche qu'ils ont un putain de staff et ils taffent de ouf et qu'on apprend des choses c'est vraiment très très quali. Donc moi j'ai découvert ce podcast parce qu'en fait j'avais envie de voir comment la présidentielle était traitée depuis l'étranger et j'étais tombée sur ce podcast qui s'affiche toujours pas à l'écran mais qui s'appelle... Ils n'ont pas de ressources sur le podcast. Mais je lui ai envoyé. Bon, peu importe. Il a rien. Ça marche pas. J'ai envoyé le lien, mais peu importe. Ça s'appelle The Intelligence. Voilà, From The Economist. Et je vous conseille si vous parlez anglais, que vous écoutez l'anglais, c'est assez accessible parce qu'en plus, ils parlent plutôt bien, ils articulent tout ça. Et donc, vous allez pouvoir trouver des podcasts sur ce qui est en train de se passer justement en France. Enfin, moi, j'ai trouvé ça super intéressant de voir aussi leur perspective sur l'élection et leur analyse sur la montée de Le Pen. On revient sur des trucs qui, pour nous semblent évidents et eux reviennent parce que ils doivent nécessairement faire davantage de pédagogie puisqu'ils s'adressent à un public qui en sait encore moins que les Français et Françaises. Et du coup, ça m'a vraiment... j'ai trouvé ça vraiment remarquable avec une analyse très, très riche. Après, vous pouvez aussi, par exemple, le dernier épisode est super intéressant, c'est sur la crise du Covid en Corée du Nord. Enfin bon, bref, je vous invite vraiment à écouter de temps en temps. Il y a une publication par jour de semaine. C'est en anglais. Donc, c'est en anglais, ouais, c'est ce que j'ai dit. Ouais. Donc voilà, The Intelligence de The Economist. Et de manière générale, les articles de The Economist, si vous tombez dessus, cliquez dessus, c'est assez exceptionnel en termes d'analyse économique. Ouais. Mais voilà, pour ma reco de droite. Merci beaucoup Léa pour cette carte blanche. Merci beaucoup à toi. Chers amis, comme chaque semaine, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau une personnalité qui nous inspire et qui vient nous parler de son rapport à la...